Donc vous avez vu le film hier, parce que c'était à 16h30 là qu'il y a la projection. Donc voilà, je sais pas, est-ce que vous voulez... c'est difficile pour moi de dire des choses si on n'a pas de questions, voilà. Donc on peut échanger comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Si vous voulez me parler de ce que vous en avez pensé, ou alors plus sur des questions, moi, je suis ouvert à tout. Du son, parce que je suis plus... Ouais. Je suis un son audiovisuel. Franchement, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce qu'il y avait beaucoup de sound design. Ouais. Il y avait le bruitage qui était vraiment... ça touchait énormément. Par exemple, le bruit des vagues était hyper fort. Ouais. Il y avait des portes qui sonnaient vraiment très fort et tout. Je trouvais que ça marquait vraiment des moments. Donc, ouais. Non, alors on a travaillé avec un jeune ingénieur du son qui est super, qui s'appelle Martin Lano, qui est jeune, qui est sorti d'école il y a 5-6 ans, hein, Martin, et qui fait pas mal de choses, qui a fait des films à l'étranger et tout ça, qui a un super ingé son. Et après, on a fait un peu de post-prod dans un studio à Paris. On a fait en 3 parties, en fait. D'abord, on a fait un peu de bruitage, un peu de post-synchro, pas énormément sur les comédiens, un peu sur des textes qu'on a voulu changer au montage. Et donc du coup l'avantage c'est que quand le comédien est de dos, il peut te permettre d'enregistrer, donc ça marche au hors champ. Donc on a pu faire quelque chose comme ça. Et après on a eu d'abord donc le montage son. Le montage son où il te sépare toutes les pistes, et il clean toutes les pistes, et tu commences. C'est étonnant parce que rien que ton premier montage, j'allais dire nu, mais avec vraiment les rushs bruts, et ton montage pas mixé, mais juste avec le montage son, où déjà les pistes sont cleanées et tout ça, et que les niveaux sont faits un petit peu et tout ça, déjà c'est une différence incroyable. Et après on avait un super mixeur qui a fait tout le mixage derrière. Et Clémentine est très très son, parce qu'elle elle fait beaucoup de chant aussi, elle chante. Elle adore quand c'est bien fort. Là, moi j'ai dû venir hier à la... Ça se sentait en fait, c'est pour ça que j'ai fait la remarque, parce que ça se sent que c'est plus artistique. Ouais, et hier moi j'ai dû venir à la projection avant, parce que dans les salles de cinéma, ils reçoivent un DCP, donc un fichier à projeter, et ils savent que normalement ils doivent mettre les poteurs du son à 5. Et moi le mixeur est venu me voir quand on a eu le DCP en me disant je l'ai mixé pour qu'on le mette à 7, parce que Clémentine aime que ce soit fort et que justement il y ait une vraie narration avec le son. Et du coup hier je suis allé voir la personne, et effectivement elle l'avait mis à 6,5 je crois dès le départ. Mais effectivement ouais, elle a un rapport au son qui est très 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 important, beaucoup plus que sur la lumière et la technique en général, où ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas, elle sait qu'on en a besoin, mais elle, ce qui l'intéressait, c'était d'avoir une vérité. Par exemple, si on tournait dans une rue avec des lampadaires, et que tout d'un coup, il y a des lampadaires sodium avec de la lumière orange, et tout d'un coup, une autre où c'est vert, ça ne pose pas de problème du tout. Si dans une prise, il y a un nuage qui passe, qu'on a une fausse teinte, c'est même pas que c'est un problème, c'est que c'est fantastique. Et voilà, tout ça, elle adore ça. Donc, tout ça faisait que le film pouvait se faire avec cette petite économie, puisqu'on pouvait se permettre des choses et aller dans un truc où il n'y a pas besoin que ce soit lissé complètement parfait. Donc ça c'était super. Pour ça, elle est géniale. Voilà. Pour le reste aussi. Hein. Pour ça, voilà. Ouais. Au niveau plutôt peut-être scénario, à l'origine de l'idée, est-ce que dès le départ c'était voulu que ce soit Pierre et Jeanne au lieu de Pierre et Jean, ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure, ou peut-être au choix des acteurs? Non, c'était... Alors, ouais, c'est une bonne question, parce que la réponse, je la sais pas. Dans le sens où moi, quand Clémentine m'en a parlé, c'était déjà Pierre et Jeanne. Mais elle avait la comédienne, avec qui elle voulait travailler. Donc je pense que c'est par rapport à la comédienne. Dans l'histoire, dans Pierre et Jean au départ, c'est 2 frères. Il y a ce problème d'héritage, mais en plus, les 2 frères sont amoureux de la même femme. Et donc il y a une jalousie sur l'argent, mais il y a une jalousie aussi par rapport à ce rapport amoureux, qui fait que des fois on se perd un peu sur d'où vient la jalousie, ce qui est intéressant dans le roman. Et Clémentine, pour le moderniser, a voulu que ce soit une femme, et parce qu'elle voulait travailler avec Élodie Godard. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'a fait comme ça. Mais certaines personnes m'ont dit qu'ils trouvaient que du coup, l'enjeu de la jalousie, on le perdait un peu par rapport à ça, et que le personnage de Paul, l'amoureux de Jeanne, du coup, avait une présence moins importante, entre guillemets, ou moins évidente que dans Pierre et Jean, où c'est la femme qui est au milieu du truc.
On avait un peu plus de séquences avec Paul. On a coupé quelques... C'est vrai que moi je me posais la question aussi parce que Pierre et Jeanne, enfin vu que le titre du livre de Maupassant est hyper connu, ben, on s'attend à ce que Jeanne, enfin à ce que cette petite modification, elle ait une grande influence dans le récit ou que vraiment je m'attendais à quelque chose qui soit particulièrement par exemple féministe ou que quand on modifie carrément le titre, je me disais, je m'attendais à ce qu'on en fasse vraiment quelque chose et au final, c'est vrai que je me suis demandé un peu pourquoi avoir fait ce changement maintenant. Si vous parlez de l'actrice avec qui elle voulait travailler. Exactement. Peut-être ouais. trucs, il y a beaucoup ça. En fait, Clémentine, elle fait partie d'un collectif où ils tournent pas mal de choses avec un petit groupe où ils sont 4 ou 5 et du coup, Élodie Godard en fait partie. C'est une des comédiennes qui en fait partie et donc elle voulait faire quelque chose avec elle. Alors après, je pense vraiment qu'il n'y a pas que ça. Je pense vraiment qu'il y a le côté... là, on est pas forcément par rapport au film, mais d'un point de vue général, là maintenant, le cinéma, la télévision et tout ça demandent des projets avec des femmes. C'est-à-dire les projets qui sont possibles de financer, mais c'est compliqué, c'est soit un projet avec plein de femmes, soit un feel-good movie à la Love Actually, c'est machin, une comédie romantique où tout le monde est content à la fin, ce qui est super, hein, je suis pas contre. Soit un film où tu as un comédien qui est une star et qui va par son jeu, hein, pas uniquement, ça pas justement, c'est une erreur, ça n'a pas besoin que ce soit une star, mais que le mec qui par son jeu va faire un truc une performance de dingue, et à ce moment-là, t'en fais quelque chose. Soit les films un peu culturels où tu apprends des choses au public. C'est pour ça, notamment, Tirailleurs, qui était hier en projection, c'est un film qui se finance totalement parce que justement c'est d'actualité et que ça apporte un truc culturel qu'on n'a pas complètement et dont on parle pas beaucoup. Donc elle avait ce côté aussi, ce côté, c'est bien d'avoir une fille dedans, et puis comme elle aime beaucoup Élodie, elle voulait travailler avec elle. Voilà. Après, son rôle est vachement important dans le film aussi. Enfin, c'est quasiment pour moi l'histoire, c'est davantage le rôle de Louise, de Clémentine. Ouais. Il est hyper. Enfin, pour moi, c'est plus l'histoire c'est sûr. Et de sa relation avec sa mère. C'est sûr. Mais du coup, si on faisait Pierre et Louise, tu l'aurais vécu encore plus mal, tu vois. Ça aurait été encore pire. Non, mais après, tu es obligé de garder un peu le... Et après, ce que je peux comprendre, c'est Clémentine qui réalise et qui joue dedans. Alors, elle avait déjà réalisé des courts-métrages, tout ça, mais c'est toujours compliqué quand tu fais ton premier film. Et elle est très... timide, c'est pas le mot du tout. Mais elle est quand même assez... pudique dans le sens personnel du terme, où c'est pas quelqu'un qui va se vanter et tout ça, c'est quelqu'un de très humble. Et je pense qu'elle aurait eu de la peine à se mettre en avant, elle, en disant mon premier film, c'est moi le personnage principal. Bon. Alors, effectivement, de toute façon, Clémentine, c'est une actrice qui est bankable, enfin qui est vendeuse, plus en télévision qu'au cinéma, mais donc c'était important qu'elle soit sur l'affiche et tout ça. Et effectivement, il y a cette triangulation qui fait que la mère est au-dessus et chapeaute un peu le lien des deux enfants en essayant de préserver un peu les deux, mais c'est compliqué. Et c'est vraiment cette histoire de fratrie et de famille qui va se déchirer. Et en fait, ça déchire elle, donc c'est lui. Donc c'est un peu tout ça. Mais effectivement, oui, le rôle principal, c'est beaucoup elle. Puis de toute façon, elle dégage un truc, elle a un charisme, elle a un jeu qui on la voit pas beaucoup. Enfin, Clémentine, c'est pas forcément votre génération, mais on la voit pas beaucoup dans les films comme ça. C'est beaucoup plus la comédie, des choses et tout, mais c'est quelque chose vers lequel elle veut aller. Quelles ont été les scènes qui ont été tournées dans la maison de Maupassant et à quel point c'était difficile de pouvoir obtenir ce lieu? C'est toutes les scènes chez Jeanne. Et ça n'a pas été difficile, en fait. Il y a une association qui s'occupe de ça, qui s'appelle l'association La Guillette. Et c'est des gens qui ont racheté cette maison et qui font vivre Maupassant. Et du coup, eux, ils avaient très envie que ça se fasse. Mais il y a plein de choses drôles avec Maupassant parce que moi, ma société s'appelle Sazia Film, par rapport à une maison qu'avait ma grand-mère au-dessus de Nice, qui s'appelait la Villa Sazia, et dans laquelle j'ai eu envie, moi, de faire du cinéma parce que il y a eu 2 films qui ont été tournés dedans quand j'étais petit, que j'ai 13 ans, voilà, 10 et 13 ans. C'était Belle Amie de Maupassant et La vie de Guy de Maupassant. Et donc, du coup, Maupassant était venu tourner à la Villa Sazia. Moi, j'ai monté ma société qui s'appelle Sazia Film, et le premier film que je produis à 100%... Pardon ? C'était pas Maupassant qui est venu tourner. Non, mais du coup, bah si, un peu.
Et du coup, le premier film que je produis seul avec ma société, il y a le retour de bâton où moi je vais tourner chez Maupassant. Donc Sazia va finir. Donc c'était intéressant. Puis il y a eu plein de choses. Maupassant, donc, qui habitait là-bas, il a écrit Pierre et Jean là-bas. Et il avait un majordome qui écrivait tout ce qu'il faisait et qui notait les dates et tout ça. Et donc Maupassant a écrit le bouquin dans le même nombre de jours que nous on a tourné le film. Donc il y a plein de trucs comme ça qui étaient amusants. Une question, Ouais. tu as peut-être parlé. C'est jamais facile une adaptation. Parce que ça oblige quand même, que ce soit les auteurs, mais aussi peut-être le producteur, à s'interroger sur sur la modernité de l'œuvre. Ouais. Qu'est-ce que, dans cette œuvre, donc, je sais pas en quelle année il l'a écrit, c'est au début de son... Ouais, c'est le troisième. C'est son troisième roman. Très jeune, donc milieu 19e. Ouais, hein. exactement. Qu'est-ce qui résonne aujourd'hui dans l'esprit de ceux qui vont le découvrir aujourd'hui? On en a beaucoup parlé avec le film de Giannoli, Ouais. qui est une adaptation que tout le monde a trouvé remarquable parce que effectivement il a trouvé dans le livre de Balzac, Les Illusions perdues, des choses qui sont encore très très modernes. Chez Clémentine, qu'est-ce qu'il a inspiré? Parce que là, c'est quand même très ancré dans une France de l'époque. Clémentine, donc elle déjà, elle est très amoureuse de Maupassant. Elle adore Maupassant. Elle est allée, quand elle était jeune, voir une pièce avec sa mère. Et c'est ce qui lui a donné envie de jouer au théâtre, de faire de la comédie et tout ça. Il se trouve qu'elle a fait un court-métrage qui était déjà adapté de Maupassant et elle tourne une pièce. Elle a une pièce en tournée qui est depuis 2019, qui s'est arrêtée par rapport au Covid, qui s'appelle Une vie de Maupassant et qui fonctionne super bien et qui a un seul en scène d'une femme qui vieillit et qui raconte sa vie. Donc, elle est très ancrée à Maupassant et à Maupassant littéraire. Nous, le film s'étant fait très vite, elle a écrit ce scénario, et on en a parlé, nous, mais hier un peu, mais moi j'en ai parlé avec elle hier soir. Et elle est d'accord avec nous. Pour moi, le film est pas complète. On peut pas. C'est difficile de parler d'adaptation parce que pour moi, je trouve que c'est plus une transcription cinématographique du bouquin qu'une adaptation. Alors on en parlait. Ça veut pas dire que je regrette ça du tout. Hein, c'est pas ça. Et Clémentine non plus. Et elle reviendra pas sur son film. Il y a aucun problème. Mais le fait que justement ça se soit fait très très vite. Et ça s'est fait très vite, on devait absolument tourner donc début mars, parce que après le théâtre, on entendait que le ministère de la Culture et tout ça, ça allait reprendre, et que on pouvait pas se permettre, par rapport à tout ce qui avait été arrêté comme spectacle, son producteur de théâtre, elle, et d'autres comédiens qui allaient jouer au théâtre, on pouvait pas se permettre de dire, on décale, et s'ils doivent reprendre le théâtre, eh ben ils reprendront pas parce qu'ils tournent avec nous. Donc c'est pour ça qu'on a voulu tourner très vite. Mais du coup, en tournant très vite, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi en tout cas, je suis parti très très vite sur la mise en place du projet, et je me suis pas beaucoup attaché au scénario. J'ai lu le scénario qui m'a plu, je me suis dit oui, on peut y aller, machin et tout ça, elle réécrivait, mais du coup, j'ai pas prêté assez attention au côté adaptation. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, chez Maupassant, comme je disais, déjà, il y a Pierre et Jean qui devient Pierre et Jeanne, mais du coup, la double jalousie, on la perd, la jalousie des deux frères qui sont amoureux de la même femme. Du coup, Paul, son rôle est quand même minime, moins intéressant, si ce n'est qu'il déclenche à la fin parce que Jeanne lui dit que Pierre est jaloux d'elle parce qu'elle est amoureuse et pas lui. Mais il n'y a que ça, en fait, l'intérêt de Paul dans le film. Et l'autre chose, c'est qu'à l'époque de Maupassant, il n'y avait pas ces énormes... Enfin, il n'y avait pas il y avait des problèmes de pauvreté, mais ce n'était pas le problème de ceux qui lisaient Maupassant. Du coup, une famille riche qui recevait un gros héritage, le frère et sœur pouvaient avoir des jalousies par rapport à ça. Si on le retranscrit aujourd'hui, une famille riche où elle est avocate, lui est médecin, il gagne de l'argent, on se dit, ouais, c'est bon, et lui, elle est avocate, lui, il est médecin, ça va pas changer leur vie. On aurait fait quelque chose où ils avaient des métiers beaucoup plus simples et avec des salaires plus bas. Enfin, simples, c'est pas des métiers simples, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais des salaires plus bas et plus populaires, une classe beaucoup plus populaire. Jeanne héritait du gros lot.
ses parents, je dis n'importe quoi, mais tiennent une supérette, elle y travaille, et son frère fait je sais pas quel métier qui gagne peu d'argent. Du coup, là, ouais, l'héritage, il change leur vie, il y a un enjeu qui est beaucoup plus fort. Une autre difficulté, alors la rivalité bien sûr, mais il y a quelque chose de très fort aussi dans l'histoire, c'est la relation entre Pierre et sa mère. Pierre sacralise sa mère. Et alors, effectivement, dans la France du 19e, un fils dont la mère, c'est une notoriété, dont on apprend qu'elle a eu un enfant de carrière, ça peut effectivement avoir des répercussions du jour au lendemain, c'est l'opprobre qui se... Mais dans la France d'aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ça, c'est pas évident à faire exister. Exactement. Parce que sa réaction, on peut la comprendre, mais je vais pas dire que c'est monnaie courante aujourd'hui, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qui pouvait se passer il y a un siècle et demi, où effectivement tout le monde l'aurait montré du doigt. Exactement. Et ce fils qui adore sa mère, on peut très bien comprendre qu'il le vit très mal. Aujourd'hui, est-ce que c'est... Là, en tout cas, en parlant maintenant, hein, ce qui me vient à l'esprit, c'est que effectivement, dans le film, on ressent pas qu'il veut défendre l'honneur de sa mère. Ça, on le ressent pas. Oui, on le ressent pas, mais il le dit quand même. Oui, mais on ressent que lui est énervé d'avoir été trompé, lui, et que sa mère lui ait menti, mais on ressent pas qu'il veut sauver l'honneur de sa mère par rapport aux autres autour qui disent parce que voilà. On n'a pas de séquence, effectivement. Il y a des séquences dans le bouquin où il se balade à un moment sur la plage et il croise quelqu'un de la ville qui la regarde comme ça, genre il y a un problème, il y a quelque chose, votre mère. Ça, on l'a pas. Donc on n'a pas ce truc où lui, il n'y a que avec Maresco, avec Sergi Lopez, qu'il a ce côté où il dit arrêtez de me dire tout ça et qui veut défendre l'honneur de sa mère. Mais donc ça, c'est compliqué. Après. Clémentine, elle voulait vraiment raconter l'histoire d'une famille qui se déchire, ce côté matriarcal comme ça. Je pense que, oui, de toute façon, il y a des choses qui ont échappé. Et alors moi, du coup, là où je suis très content, c'est que... alors c'est... cache pas que faire un film comme ça, partir sans distributeur, sans truc, c'est un risque. C'est bien pour le premier, mais bon, soit je ferai pas le deuxième, soit je le ferai autrement. Mais c'était très formateur. Pour elle comme pour moi, parce que pour moi, je l'ai laissé complètement libre sur le film, parce que c'était son premier et que je sentais qu'elle est un peu influençable et que donc, si j'allais un peu essayer de la driver, on disait, tu penses pas que ça, on pourrait le faire plutôt comme ça, ça allait la braquer, et c'était pas la manière de le faire. Donc je me suis dit, bon, moi j'ai débarqué là-dessus à 5 semaines, voilà. Elle a son film dans la tête depuis des années, laisse-la faire. Et puis tu verras après. Et au montage, on a fait pareil. Et je me suis dit, après, on verra ce qu'on fait. S'il y a des choses à changer ou pas. Et moi, j'ai été très agréablement surpris du résultat. Donc après, il y a toujours des choses à améliorer. Et puis, il y a des choses qui sont... c'est compliqué, le rapport réalisateur-producteur, dans le sens où moi, j'ai une réalité qui est une réalité de marché, où le film fait 1h39. Je sais que, par exemple, à 1h29, quand vous êtes à moins d'1h30, un distributeur, ça l'intéresse parce que vous faites une séance par jour en plus en salle. Donc du coup, moi j'aurais bien voulu être à 1h29. Mais bon, cette réalité, elle est en train de créer une œuvre artistique. Pour elle, elle s'en fiche. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que le rapport est... c'est assez intéressant, hein, d'ailleurs, le rapport que vous avez avec le réalisateur, parce qu'il y a toujours un truc un peu de séduction dans les deux sens, et pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est un win-win. L'idée, c'est de se donner des choses. Mais c'est pas les mêmes réalités. Et par exemple, moi, j'essaierais bien de refaire un montage plus court, de le donner à un monteur qui n'a pas lu le scénario, qui n'a pas vu le film, je lui donne et je lui dis, voilà, fais ce que tu veux avec, essaie de le réduire un peu, et fais-en ce que toi, t'en as envie. Il y a des monteurs, d'ailleurs, qui sont complètement spécialisés là-dedans. Il y a notamment une femme qui travaille beaucoup avec France Télévisions, qui a remonté complètement la série 10% un mois avant la diffusion. Et donc il y a des gens qui font ça. Mais après, ce qui est compliqué, c'est que Clémentine, en tant qu'artiste, c'est comme si tu lui disais, ah tiens, vous allez dans un musée, tu dis, ah, le tableau là, attends, tiens, tu sors un pinceau, tu commences à repeindre dessus, et tu dis, ah voilà, là, il est super le tableau. C'est un peu dur. Donc d'un côté, moi j'ai envie de vendre le tableau. D'un autre côté, elle l'aime beaucoup, elle l'a montré à des personnes qui l'aiment, donc il y a un peu ce truc qui est délicat, mais qui est intéressant. Donc elle apprend énormément de choses, parce qu'elle le dit pas complètement, mais elle comprend ces choses-là, et elle voit que le film, pour le moment, n'a pas de distributeur et ne sort pas.
Et moi, je vois que, bah, effectivement, je prendrais plus de temps pour voir comment on fait, pour choper des financements et pas le financer moi. Et voilà, mais c'est passionnant. Et moi, oui, alors bon, on dort pas tous les jours très bien parce qu'on se dit, bon, il y a un peu d'argent dehors, mais c'est une expérience géniale. C'est super, c'est un truc qui s'est fait dans cette dynamique. Moi, on voulait faire un truc, ça s'est fait, c'est parti, c'est comme ça, c'est super. Et comme quoi, enfin, tout est possible, tout est jouable. Et la dynamique va suivre le film, je suis pas inquiet. Eh bien, à un moment, on verra ce qu'on en fait, on y arrivera. Aucun problème. Comment est-ce que s'est fait la rencontre? Comment est-ce que, du coup, Madame Salarié est venue vers vous et vous a proposé le scénario? Est-ce que c'était déjà tout écrit ou elle vous a d'abord proposé un traitement? Alors en fait, donc elle est dans un collectif avec cette comédienne, Elodie Godard, qui est une amie depuis longtemps. Et au mois d'octobre 2020, ils ont tourné un court-métrage d'un réalisateur qui s'appelle Balthazar Reichert. Ils ont tourné un court-métrage qui fait 1h34 maintenant, et sur lequel j'aurais filé un peu d'argent pour le faire. Pas grand-chose, mais j'aurais filé... Le budget du film, c'était 15 000 euros, je leur ai filé 5 000 euros pour le faire, et je suis allé un peu les aider. Je voulais aller un peu les aider sur le tournage, j'ai pas pu, mais je les ai aidés un peu de loin en discutant. Et du coup, Clémentine jouait dedans. Et donc on s'est rencontrés, on a parlé de choses et d'autres, et puis elle m'a parlé de ce film en Suisse, parce que moi j'étais en Suisse. Puis je dis, ah, c'est super, c'était intéressant, mais que c'était un peu gros à faire comme un premier truc. Et après, elle m'a dit, tiens, j'ai ce truc de Maupassant que j'aimerais faire depuis très longtemps. Et en fait, moi, j'avais ce truc avec Maupassant aussi. Et quand elle m'a dit Maupassant, ça m'a parlé tout de suite par rapport à ce truc de villa de famille. Mais enfin, Maupassant, moi, j'ai énormément de choses. Quand j'ai passé mon bac, je suis tombé à l'oral sur Maupassant, où le mec sur lequel je suis tombé, c'était le dernier oral de la journée. Donc je pense qu'il en avait ras-le-bol. L'examinateur, parce qu'en Suisse c'est à l'oral avec un examinateur, et je suis tombé sur le hors-là de Maupassant, et le mec était un fan de cinéma, il m'a dit, si on faisait le hors-là et qu'on l'adaptait au cinéma, est-ce que pour vous il y aurait beaucoup d'effets spéciaux ou pas? Et donc du coup j'ai parlé de ça au bac, et les notes c'est sur 6, j'ai eu 6, et c'est ce qui a fait que j'ai eu le bac, parce que sinon... donc il y avait tous ces trucs de Maupassant qui faisaient que quand elle m'a dit Maupassant, truc et tout ça, petite équipe, je veux pas beaucoup de technique, j'ai envie qu'on y aille, un peu en gorilla, un truc. Moi je venais d'acheter ce matériel, c'était bah oui, on y va quoi. Et elle avait déjà écrit, en tout cas elle avait un traitement, elle avait pas écrit complètement, mais ça faisait des années qu'elle voulait le faire, donc elle avait déjà ça en tête depuis longtemps. Et c'était pas complètement écrit. Alors les comédiens, les connaissent, enfin, les principaux, les connaissent tous, c'est très bien, bien sûr. Et les techniciens, c'est toi qui les as... Alors les techniciens... Alors il y a Vincent, qui est un ancien. Exactement. Aussi. Le ouais, directeur de la photo, il était un ancien médecin. En fait, quand Clémentine m'a dit qu'elle avait ce scénario de Maupassant, moi, j'arrivais à Paris sur un court-métrage de Anne Barbier, qui était aussi à l'ESRA, et qui tournait un court-métrage pour le Festival Nikon, avec le matériel que je venais d'acheter, comme ça on le testait. Et son mari est chef-op, donc on faisait tout ça ensemble. Et en production, il y avait un directeur de production qui s'appelle Gilles Monnier, que je connais, qui est un très bon copain, mais avec qui j'ai jamais travaillé, parce que moi je faisais de la production exécutive que pour des films anglais et américains. Et Gilles parle pas très bien anglais, donc j'ai jamais pu bosser avec lui. Et il a fait des tout petits films à 400 000 euros, et il a fait le dernier Junio à 8 millions, enfin il fait de tout. Et je me dis, tiens, ça peut être la bonne personne pour ça. Et donc je le vois le samedi, et je lui dis, tiens, j'ai vu Clémentine Salarié, machin, elle a un scénario, je te l'envoie, je la vois lundi, si tu veux, viens avec moi, on voit ce qu'on fait. Il est venu avec moi, et c'est là qu'on s'est dit, bon, ok, on y va, on lance le truc. Et Clémentine voulait travailler donc avec Balthazar Reichert, qui avait réalisé le film sur lequel elle avait été, parce qu'elle adorait, lui il est peintre à côté, et du coup elle adorait sa direction artistique, et elle voulait qu'il fasse la lumière. Sauf qu'il ne connaît pas la lumière, techniquement. Et que quand j'ai vu ce qu'il avait tourné lui, c'était très beau, mais il y avait des problèmes que si tu avais eu un vrai chef-op, il n'y aurait pas eu, et c'était plus simple. Donc j'ai réfléchi, tiens, qui on pourrait prendre comme chef-op? Et je me suis dit, le problème, c'est qu'elle voulait vraiment sa direction artistique à lui. Donc lui avait des idées très précises. Et donc il fallait quelqu'un qui puisse retranscrire ses idées à lui en lumière, sans avoir envie de faire sa lumière à lui. Donc si je prenais un chef-op, entre guillemets, confirmé, il allait faire son truc à lui, et ça allait être
ça allait pas marcher, parce que Clémentine voulait vraiment sa lumière à lui, et en plus voulait quasiment pas entendre parler de lumière, enfin dans le sens, ça ne l'intéresse pas plus que ça, la technique, c'est... Voilà. Et donc, il y a un jeune qui était aussi sur ce fameux court-métrage, qui s'appelle Vincent Leborgne, qui était à l'ESRA une année après moi, et qui est gaffeur, c'est-à-dire il est chef électro, mais beaucoup sur des films étrangers aussi, sur lesquels, sur le film étranger, le chef-op, il touche pas un projet. Il dit, moi je veux ça, on va faire comme ça, et c'est beaucoup le gaffeur qui fait la lumière. Donc moi je me suis dit, Vincent, il sera parfait parce qu'il connaît techniquement exactement comment faire les choses, et il n'aura pas encore cet ego de chef-op. Et en plus, si moi je lui dis, je te permets de faire un premier long métrage en chef-op, ce sera ton nom en chef-op. En revanche, tu fais ce que te dit le directeur artistique, et surtout, tu fermes bien ta gueule. Ça pouvait marcher. Et non, je dis ça parce que c'est notre chef machiniste, quand on a fait les premiers repérages, quand on est arrivé sur des décors, justement, Vincent disait, on est arrivé sur le décor, Clémentine n'avait pas fini d'expliquer ce qu'elle voulait y faire. Lui était déjà en train de prendre des notes de bon, alors là, le feu rouge, on va le cacher, là, on va faire ceci, là, on va faire cela. Il était que technique. Et elle, ça la saoulait. Elle a envie de parler du fait que son comédien, il marchait là, que dans l'histoire, c'était comme ça et tout. Et le chef machiniste s'appelle André Calmès, qui est un super chef machiniste qui doit avoir 60 ans, mais qui est un géo trouve-tout, qui est le chef machiniste à l'ancienne qui fabrique ses trucs et tout. Qui était un ancien motard du Paris-Dakar qui fabriquait les motos du Dakar. C'est vraiment... Et il a chopé Vincent le premier jour du repérage, et il a dit alors Vincent, je vais t'expliquer un truc. Il y a un truc qui est très très important quand on fait des repérages comme ça avec le réalisateur. Tu te mets à côté, tu écoutes tout ce qu'il dit, machin et tout, et surtout tu fermes bien ta gueule. Il a dit ça, tu dis jamais non, tu dis jamais rien. S'il y a des problèmes, on le dit pas, on en parle entre nous, soit on trouve des solutions et ça marche sans lui dire, soit sinon on lui dit bah tiens, on te propose ça. Et Vincent était parfait, et il avait envie de... C'était son premier film, donc il avait envie de faire une belle lumière. C'était compliqué, du coup, pour lui, parce que Clémentine voulait que ça aille très vite, il voulait pas s'embêter avec la lumière. Mais du coup, il a fait un super boulot, et c'est vrai que c'est très beau. Avec peu de lumière. Et le directeur artistique, il était là aussi au tournage? Ouais, lui, il a cadré le film. Ah, ok. Il cadrait le film, mais du coup, il pouvait pas faire... Il n'avait pas la technique pour faire la lumière, en fait. Cadré, on était au Ronin, on l'avait du coup entraîné un petit peu, pas longtemps avant, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais du coup, ça allait. Ok. Parce qu'il faisait quoi, lui, de base? J'ai pas trop compris. Lui, au départ, il réalise, Ok. et sinon, il est peintre. Il fait des tableaux, de la peinture à l'huile, très très belle. Il s'appelle Hermann Batz, son nom de peintre, et c'est super beau ce qu'il fait. Et du coup, effectivement, il a même à l'image, il a un côté artistique, un peu de peintre et d'imagerie de tableau qui font que c'était sympa. Mais du coup, il y a malheureusement des fois où on dit oui, Clémentine, c'est sympa, mais là on fait un film, on fait pas un tableau, donc ça vaut pas faire comme ça l'image, ça vaut pas. Donc voilà, il y a tout ça à gérer, mais c'était super. Et après une expérience comme celle-ci, elle se dit c'est le premier, ça sera le dernier, ou est-ce qu'elle oui. Ah non. Elle a envie d'en faire d'autres. Ah oui, bien sûr. Ah oui, non, elle est ravie, moi aussi. Non, pas du tout. Elle est très contente du film, elle est très heureuse. Non, quand je dis propre, elle peut avoir envie de faire un film une fois dans sa carrière. Non. Sans avoir envie forcément de continuer dans ce domaine. Non, elle m'en a envoyé déjà plusieurs. non, elle a plein de projets. Mais après, c'est une boulimique de travail. Elle travaille énormément. Elle réécrit un nouveau bouquin. Elle attaque une série pour TF1. Celle-là, elle repart demain. Demain, on est vendredi. Elle attaque mardi. À côté de l'Alpe d'Huez, à 3000 mètres d'altitude. Tout se passe là-haut. Elle a en même temps encore certaines dates au théâtre. Donc, elle écrit un bouquin. Donc, c'est ce qui est compliqué aussi. C'est qu'elle ne peut pas trop communiquer sur le film. Le problème, c'est qu'on peut difficilement communiquer sur un film sans annoncer une date de sortie aussi. Donc on ne peut pas trop. Donc c'est pour ça que là, au marché du film, c'était impossible de rater le marché, parce que c'est le plus gros international, et du coup, ça aurait été bête de ne pas faire de projection, essayer d'avoir, même si c'est pas forcément un distributeur, au moins des ventes internationales. Et donc voilà, donc on essaie de communiquer un maximum pour qu'on parle du film et que les gens aient envie de le voir, et que du coup, un distributeur a envie de le prendre. C'est quoi la différence entre des ventes internationales et des distributeurs? Distributeur, c'est la personne qui s'occupe de le vendre en salle, Okay. qui va le vendre aux exploitants dans les salles de cinéma.
et qui s'occupe de la distribution en France. C'est-à-dire, toi, tu lui donnes le film, et lui, il va gérer tout ce qui est la distribution, mais à savoir aussi tout ce qui est le marketing. C'est-à-dire qu'il lui qui va, en général, c'est lui qui va choisir l'affiche, c'est lui qui va faire gérer tous les interviews, les choses qui vont se faire avant et tout ça, toute la campagne de promotion, jusqu'à la sortie du film en salle, le nombre de copies en salle, et tout ça. Vente internationale, lui va s'occuper de vendre le film à des distributeurs dans d'autres pays. Ah d'accord, c'est un intermédiaire alors. Exactement. Okay. Après, le distributeur en France, tu es obligé de l'avoir pour certains points légaux du CNC. Okay. C'est-à-dire, moi là, j'ai eu des aides, j'avais un fonds de soutien parce que j'avais coproduit le film Les Dégains il y a 2 ans, et du coup, j'avais du fonds de soutien par rapport à ça, donc je peux le réutiliser sur un film. Le fonds de soutien, il est généré par les entrées que tu fais sur le film. Sauf que si là, celui-là ne sort pas en salle, du coup, ça génère plus de fonds de soutien. Okay. Et du coup, il faut quand même... et après, bon, il y a des trucs comptables et tout ça qui font que si tu n'as pas de distributeur, c'est plus compliqué. Et à quel point c'est courant de produire un film avant d'avoir des distributeurs? Ça se fait jamais. Ah, ça se fait jamais? Non. Ah, ok. Très peu. Non, très peu. Okay, ouais. Mais il y en a. Il y a Thierry Godard, justement, qui là, en présentant au marché du film, c'est la même chose. Ils ont réalisé un film tout petit budget. Et lui, ce qu'il a fait, c'est il a distribué lui-même, dans le sens où il allait voir quelques exploitants. Et il a réussi à mettre le film dans quelques salles. Et après, il allait voir des distributeurs en disant, voilà, je l'ai laissé 1 semaine dans 5 salles, ça a fait tant d'entrées, donc il y a un potentiel, et surtout, il essaie de le vendre. Ah oui, donc ça, un producteur a le droit de faire, en fait. On fait ce qu'on veut. Okay, après, le truc, c'est... il y a un peu des obligations... même par rapport aux sociétés. Forcément, quand tu fais un film comme ça, ta société, quand tu fais n'importe quel film, de toute façon, il y a un déficit fiscal. Ça génère une dette. Parce que toi, tu sors l'argent pour le film. Donc, moi, par exemple, j'ai un chiffre d'affaires de 850 000 €, qui est l'argent qui est sorti pour le film. En revanche, j'ai un bénéfice de 0. Donc, j'ai un chiffre d'affaires, mais j'ai une perte. J'ai un déficit de 650 000. Donc du coup, si ton film n'est pas distribué et que tu n'amortis pas cette perte dans les 3 ans, c'est très embêtant pour ta boîte. Mais en même temps, tu peux très bien fermer une boîte, en ouvrir une autre, ça s'est fait plein de fois, donc c'est pas le problème. Mais il y a plein de règles qui font que faut suivre un certain cheminement. Est-ce que ça facilite les choses, le fait qu'il ait déjà été récompensé dans plusieurs festivals? Alors, oui et non. Alors, par exemple, le fait qu'on ait fait Angoulême me permettait pas de le présenter pour participer à un certain regard du Festival des premiers films, parce qu'il avait déjà fait un autre festival, même si on n'était pas en compétition. Il avait déjà été projeté quelque part. Est-ce que ça aide? Ouais, on met quelques affiches, quelques lauriers sur les affiches, mais ça aide pas plus que ça. Oui, si on gagne un prix à Berlin, à Cannes ou à Venise, oui, sûrement. Là, au International Rome Awards, il y a plein de festivals. Il y en a plein. Alors, on a eu des prix sur des festivals intéressants, à Montréal, des choses comme ça. Il y a plein de choses aussi. Tout ce qui s'appelle les festivals ou c'est des awards, c'est pas un festival. Hein. Si vous envoyez les films, et tous les mois, il y a des prix. Donc, vous pouvez avoir... J'ai eu 85 prix, voilà, mais c'est des awards, c'est des trucs, voilà. Mais ça permet de garder une dynamique de groupe en disant, tu vois, on a des prix, il faut y aller, il faut continuer, c'est génial, regarde, tout le monde adore. Donc, voilà. Et il n'y a que le Festival de Cannes qui exige de ne pas le présenter à d'autres festivals? Ça dépend. Il y a, alors en fait, ce qu'ils font, c'est certains demandent des premières internationales. Okay. C'est-à-dire, ça peut être sorti dans le pays où a été produit le film, mais c'est tout. Okay. Il y en a qui demandent des premières mondiales, comme Cannes. Okay. Et du coup, il faut que ce soit sorti de nulle part. Et après, ça dépend de plein de choses pour les festivals. Mais ça se fait pas que à Cannes, du coup? Non, pas du tout. Non. Et quelles sont les difficultés principales du coup que vous rencontrez pour trouver un distributeur? C'est vraiment sur la durée, selon vous, ou il y a d'autres petites choses qui peuvent... Là, faut pas se leurrer. Déjà, il y a le Covid, hein, c'est sûr. Moi, de toute façon, là, je l'ai envoyé, je vais être très clair, hein, je l'ai envoyé à 27 distributeurs. J'ai reçu des réponses de une quinzaine, je pense. Et les réponses, c'est soit on a des films à sortir jusqu'à fin 2023, donc on est débordé
et on n'a pas le temps de regarder le film, soit c'est un mail type qu'ils ont, je pense qu'ils changent juste le nom de la personne, ils mettent malgré ses qualités artistiques, nous n'avons pas eu le coup de cœur, et nous ne serons pas le meilleur distributeur pour défendre le film. Donc c'est difficile parce qu'on n'a pas de retour. Les gens vous disent pas j'ai adoré, j'ai pas adoré. On peut faire surtout. Pardon, voilà. Pourquoi? Et moi j'ai demandé à certains distributeurs et qui disent mais nous on fait des fiches de lecture ou des retours sur des films qu'on distribue. Et quand on veut qu'il y ait des modifications ou quand on veut en parler, et voilà, là à ce moment-là on dit il faudrait changer ça, ceci. Sur un film qui est pas chez eux, ils le font pas, ça les intéresse pas. Donc voilà, donc il y a ça, il y a le fait que le film n'a pas vraiment d'actualité, ça traite pas d'un thème d'actualité d'aujourd'hui. Maupassant, bon bah voilà, oui, ça marche, c'est intéressant, mais je pense que ça marche plus à l'étranger, genre Asie et États-Unis, qu'ici, où ils adorent. Ils comprennent pas forcément. Les Américains, ils adorent Maupassant, mais ils l'ont pas lu. Mais c'est génial, j'ai lu Maupassant, dans les repas, c'est super. Mais après, c'est pas le genre de film qui vend énormément non plus. C'est assez arty, c'est très littéraire, Clémentine, elle fonctionne très bien en télé. Les gens l'adorent, elle est super populaire, mais c'est pas quelqu'un qui va vendre énormément à un distributeur de cinéma. C'est très compliqué. Et après, c'est très dur aussi pour les comédiennes elle, comme disait son agent, alors moi je suis pas d'accord, mais oui, elle y va brute, quoi. Elle se met en danger physiquement. Enfin, et c'est un visage qu'on voit pas d'elle, et c'est difficile. Et les distributeurs, ils vont pas forcément sur une comédienne qui a 64 ans. C'est tout bête, hein, mais il y a ça aussi. Donc c'est pas facile. Mais on verra. Bon, il existe déjà le film, c'est fantastique. Ça me permet de vous voir, de discuter, c'est fantastique. Et voilà, moi j'apprends, Clémentine apprend. On a d'autres projets, pas ensemble ou pas, ça on verra. Mais non, je plaisante. Mais voilà, on est content. Elle a fait son premier film, j'ai produit mon premier film. Voilà. Si en plus il peut plaire un peu, tant mieux. On verra. On va pas le garder que pour nous, en tout cas. On va essayer. Et il y a une solution si vous ne trouvez pas de distributeur pour quand même le projeter quelque part. Oui, après je peux le vendre à des télés, des plateformes, du Netflix et tout ça. Après la seule chose c'est toujours d'avoir un distributeur avant, parce qu'après il y a la chronologie des médias qui fait que si je le sors en salle, Netflix peut pas l'acheter avant 36 mois. Même si je crois que ça diminue maintenant, ça 18, hein, c'est ça. Et donc voilà, donc j'attends de voir si j'aurai à le vendre en Cinoche avant de le mettre dans une plateforme, parce que voilà. Mais après, oui, il reste ça, il reste plein de choses, hein, le projeter, continuer à faire des festivals, faire des sorties DVD, faire des trucs, il y a plein de possibilités. Des cadeaux de Noël, la fête des mères, plein de trucs, quoi. Voilà. La fête des mères. Ouais, fête des mères avec le film bof. Pour ça, c'est génial. Mais voilà. Voilà. Et vous avez envie de faire quoi, les uns les autres? Toi, tu as envie de... Réaliser, scénariser. D'accord. Toi? C'est la réalisation ou chef-œuvre. D'accord. Moi, c'est plus du scénario. D'accord. Écriture, réalisation, direction artistique. D'accord. Scénario, réalisation et chef-œuvre aussi. D'accord. Moi, plus scénario. D'accord. Moi, ingénieur du son, post-prod. D'accord, plus mixage et tout ça. Oui, plus sound design et montage son. C'est ce que je D'accord. fais le T'es en plus. quelle année, toi? 3e. Tu finis maintenant, là? Oui. Là, on a fini les films de fin d'année. Tu cherches un stage ou pas? Là, je suis trouvé quelque chose? un stage en temps partiel. Ouais. Donc, je fais des stages en même temps. D'accord. Je me souviens plus, vous êtes à Paris ou à Bruxelles? À Bruxelles. D'accord. Parce que c'est un très bon ami chez qui j'ai fait la post-production à Paris, et qui a un studio montage, justement, mixage et tout, et qui vient de faire c'est un super studio. Justement, j'ai passé des entretiens qui peut prendre à des Paris, choses. Ah oui, chez qui? AGM Factory. D'accord. Bon. Là, c'est à la plage, ça s'appelle. C'est génial parce qu'on va bosser à la plage. C'est un super studio.
Et voilà, si je te filerai son contact si Oui, ça. parce que si j'essaie de jamais. m'installer à Paris C'est justement. une fois besoin. Voilà. Et super, Christophe. Voilà. Et toi Moi, j'ai surtout fait de l'image et de la déco, mais D'accord. j'aimerais réaliser aussi et écrire des scénarios. D'accord. Ok, parfait. Réalisation et écriture, ça change un peu. Dans le sens, scénario, maintenant, c'est devenu beaucoup plus un métier à part entière qu'avant, où il y avait déjà des scénaristes, mais avant, il y avait beaucoup des réals scénaristes. Ceux qui veulent faire réal scénariste, maintenant, ça fait très peur aux producteurs. Ah bon? Ouais, il y a beaucoup, moi, il y a plusieurs producteurs que je connais, dont un qui a produit à l'époque La Famille Bélier, et qui distribuait, qui avait Mars Distribution et qui maintenant produit, et qui lui veut faire justement du feel-good movie, et je lui ai expliqué que des fois, il y a cette relation avec le réalisateur et qui est compliquée quand il vous amène son projet, et que du coup, il sait exactement ce qu'il veut, et c'est difficile des fois dans la communication pour échanger. Et il me disait, lui, justement, qu'il lui ne prenait plus de scénarios qui venaient de réalisateurs. Il dit, moi, je prends des scénarios, des projets qui m'intéressent, je les développe, je les fais développer, je les fais travailler tout ça. Et après, je choisis un réalisateur, qui va pouvoir aller de son côté, enfin, dans le sens aussi du producteur. Faut pas oublier que le producteur, normalement, à la fin du film, c'est le film du réalisateur, mais le film appartient au producteur. C'est pour ça que les Oscars, l'Oscar du meilleur film, c'est jamais le réalisateur qui l'a, c'est le producteur. Et donc, nous, en tant que producteurs, tout le monde pense toujours que c'est le côté, en finance, on met de l'argent, machin et tout. Mais souvent, le producteur, c'est celui qui amène le projet, producteur délégué, et qui est le garant artistique du projet jusqu'à la fin, et qui veut gagner la ligne directrice, qui veut garder tout ça. C'est exactement le showrunner qu'ils ont créé maintenant en télé, et qui manquait en France, parce qu'il y avait en Angleterre, et il n'y avait pas ici. Et donc maintenant, le poste réalisateur-scénariste fait un peu peur, parce que le producteur, ayant justement cette ligne directrice et voulant, comme souvent c'est lui qui lance le projet, sait où il veut aller, ce qu'il veut avoir comme direction artistique et tout ça, il a très peur que quand un réalisateur arrive avec son projet, il dise non, mais moi je veux faire comme ça, et le producteur fera jamais son film. Mais ça, c'est vrai aussi bien pour les films en salle que c'est pas plus vrai pour les plateformes, pour les... Non, c'est un peu... Vraiment... Après, c'est son approche à lui. Et moi, par rapport à ce que j'ai vécu là, c'était pas un calvaire, hein, tout va bien. Mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre que... ou alors, il faut que... Moi, par exemple, j'ai un projet avec Stéphane Leonardo, qui est niçois, qui a écrit un film qui se passe complètement à Nice et qu'on aimerait faire ici. Stéphane, moi, je le connais depuis l'ESRA, depuis 23 ans, parce que j'étais son assistant réel à l'époque, quand on faisait des clips et des pubs. Et Stéphane, je sais que j'ai aucun problème pour justement échanger avec lui. Là, il en a la 6e version du scénario, on l'a travaillé ensemble, il n'y a aucun problème, et je sais que on ira les deux vers le film qu'on a envie de faire ensemble. Quand on prend un réalisateur qui arrive en disant tiens, moi je veux faire mon film, déjà quand il arrive en disant je veux faire mon film, il y a déjà une approche qui est compliquée, et donc vous risquez de vous heurter à ce problème-là, où du coup, le producteur il arrivera pas, il faut vraiment être très carré sur ce que chacun veut, et que ce soit la même vision, parce que sinon c'est très compliqué. Enfin, toi tu as dû le vivre aussi, Frédéric, mais c'est très compliqué. Et donc maintenant, il y a des producteurs qui, plutôt que de prendre ce risque, préfèrent faire, mais c'est exactement comme à l'américaine. Hein. L'américaine, le réalisateur, c'est un technicien. Il est embauché comme technicien, et il fait le film que le producteur lui demande de faire. Les showrunners, moi j'ai fait une série, un pilote d'une série avec Jean-Pierre Jeunet, qui a quand même fait des films énormes, entre Amélie Poulain, Alien, enfin Delicatessen et tout ça, plein de choses. Il y avait un showrunner qui était employé par Amazon. Jean-Pierre n'avait pas son mot à dire, ni sur le montage, ni sur rien. Après, c'est Jean-Pierre, donc il trouvait des feintes, il allait au montage. Mais bon, Jean-Pierre Jeunet, il tourne tout au 14 ou 16 mm, c'est très, très, très large. Quand il allait voir le premier montage, on tournait en Hongrie, et qu'il a vu que le showrunner était passé à la salle de montage avec le monteur, il avait dit tiens, recadre dans l'image et resserre. Le monteur n'est pas resté longtemps, le showrunner est resté, mais ils ne se sont plus parlé avec Jean-Pierre pendant très longtemps. Donc c'est ce qui est compliqué. Donc de vouloir faire scénariste-réalisateur, en tout cas en se présentant à un producteur,
c'est plus facile d'aller vendre un scénario, éventuellement, un très bon scénario, et voilà, et peut-être après, par la suite, créer une relation et réussir à réaliser un truc que vous avez écrit. Mais un réalisateur qui arrive, en plus un jeune réalisateur qui arrive avec son scénario, ça veut pas dire que ça peut pas se faire. Attention, il n'y a pas de problème, Clémentine, elle l'a fait. Mais c'est pas facile. Et voilà. Mais scénario, ce qui est génial, c'est que là, vous allez avoir du boulot. Ça cherche partout. Je me souviens plus, non, 3e année prod, mais quand tu es rentré à l'école, tu voulais faire de la réalisation? Non, moi je voulais pas du tout. Moi j'arrivais. Non, moi j'avais bossé dans une télé locale en Suisse, je voulais faire de la caméra. J'ai fait caméra sur les courts-métrages de 1e et 2e année. Et c'était sur Parc, le film de Jean-Pascal Azaïs. Personne ne voulait être assistant réel. J'avais dit, bon, tiens, je vais le faire. Et j'avais pris un pied pas possible. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et après, en sortant de l'ESRA, j'ai bossé en régie. En stagiaire régie, comme effectivement on est le poste le moins cher, comme j'étais pas trop con et que j'avais un peu envie de bosser, on m'a repris sur d'autres projets, et puis de fil en aiguille, ça a continué, de stagiaire, alors c'était plus en régie, mais je passais assez rapidement adjoint, et puis voilà, puis moi je bossais avec Raphaël, qui lui était dire de prod déjà quand je suis arrivé, donc à 35 ans, sur déjà des grosses pubs. Et puis lui, il voulait bosser en prod avec moi, j'avais pas trop envie, donc il me prenait de temps en temps pour faire la coordination avec lui sur des pubs. Et puis c'est un jour, en 2006, il m'a dit, tiens, j'ai Mr Bean, c'est 50 millions, moi je le fais en line producer, j'ai besoin d'un directeur de production, d'un production manager, est-ce que tu le fais avec moi? Moi j'ai dit, mais moi j'y connais un beignet, moi, en production. J'ai aucune idée. Je me suis dit, s'il me le propose, c'est peut-être que je pourrais le faire. Je me souviens des premières réunions avec les chefs machinaux, les chefs électro qui me parlaient de convention collective. J'avais un vague souvenir que je l'avais vu avec Régis Brun en production, mais ça s'arrêtait là. Il me parlait, il me disait, oui, alors par rapport à la convention, parce que toi, tu veux tourner tant d'heures, au bout d'un moment, ça va faire ça et ça. Et moi, je les avais à l'esbro, je disais, ouais, mais t'inquiète pas, ça, on a vu, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer, ça va être super et tout. Puis après, j'avais voir Raphaël, je disais, putain, c'est quoi ces heures de nuit? Ça s'est super bien passé, et puis du coup, après, nous, on travaillait beaucoup avec les Anglais, qui ont voulu qu'on continue à faire des films avec eux. Le tout premier qu'on avait fait, c'était 3 semaines sur Love Actually. Et du coup, c'était un studio qui s'appelait Working Title, qui après faisait Mr Bean, qui faisait que du coup, ils voulaient qu'on refasse des projets avec eux que sur les films anglais. Et puis on a eu de la chance en 2010 de faire le premier film que Woody Allen a fait à Paris. Et du coup, ça nous a ouvert le côté un peu américain. Et du coup, maintenant, Raphaël, lui, continue à faire les deux, beaucoup en production exécutive. Il produit aussi, puisqu'il a produit Les Dégains, et que là, il a produit un film qui est sorti le 4 mai, qui s'appelle Ténor, avec Michel Larocque et MB14. Et voilà, donc moi, j'ai commencé comme ça, mais je déteste la production. Enfin, je déteste tout le côté financier, ces trucs et tout ça, je déteste. Ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai envie de raconter des histoires. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Et de pouvoir permettre à des jeunes chefs-op de faire un premier film, de pouvoir... Enfin, moi, on m'a permis de faire des premiers boulots, quoi. Donc, j'ai envie de faire la même chose avec les autres. Et puis, c'est vraiment pas un truc d'égo, mais c'est pas pour me vanter et tout. Des gros films, j'en ai fait. Donc, voilà, des gros films, je sais ce que c'est, et je sais que c'est chiant à faire. Et du coup, j'ai pas, vous avez pas d'intérêt plus que ça, que vous en avez fait 3-4, votre CV, il est déjà un peu fait. Après, c'est vraiment direction de production, en accompagnant sur des choses comme ça, c'est vraiment en gros régler les problèmes sur des gros films. On avait fait Mission Impossible 6 où c'est des budgets énormes. Et finalement, vous devez aller dans le bureau du comptable qui vous appelle et qui vous dit « Je comprends pas, le 4 avril, on tournait à la Concorde et dans tes frais, tu m'as mis un billet de parking de 1,40 € du Panthéon. Donc je vais pas te le rembourser, tu comprends ?» Et c'est ça tout le temps. Et derrière, ils vous disent « Ah, en revanche, essaie de grappiller 500 000 sur tel truc parce que tu vois, c'est compliqué. » Donc, et de toute façon, que vous fassiez un petit film ou un gros film, vous aurez toujours le même problème, si ce n'est que c'est un rapport d'échelle. C'est-à-dire quand vous faites un film à 1 million, le producteur, ou en tout cas vous allez vouloir en mettre 1,2 million à l'image, ou 1,5 million à l'image, alors que vous avez 1 million pour le faire. Quand vous faites Mission Impossible, vous dites « C'est super, ça va être facile, j'ai 20 millions », sauf qu'eux, ils vont vouloir en mettre 22 à l'image. Donc le problème reste le même. C'est plus facile pour des histoires d'autorisation, des trucs et tout, parce que si je vais voir la mairie de Paris et que je dis Laurence Freeman, qui est dans le film de Clémentine Sélarié,
va traverser de la place de la Concorde jusqu'à Bastille sur la roue arrière en évitant des bagnoles, ils vont me dire non. Si je leur dis Tom Cruise va faire ça, on va mettre 400 bloqueurs, il y aura 4 grues, on va faire ça et on va fermer la ville pendant une semaine, ils vont me dire oui. Donc, et encore, c'est pas le plus simple. Mais voilà, donc moi j'ai envie de faire... j'ai plus envie de développer des choses, de raconter des histoires que j'ai envie de raconter moi, de prendre les risques que j'ai envie de prendre moi, et puis d'avoir des problèmes à régler qui sont les miens, tant qu'à faire. Donc je me crée moi. Donc voilà. C'est un choix. Faut aussi aimer les problèmes, mais tout. De toute façon, en production, on dit hein, comment est-ce qu'on fait pour être millionnaire quand on est producteur? Faut démarrer milliardaire. C'est tout. C'est le seul moyen. C'est un choix, mais c'est aussi probablement un parcours. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais moi, maintenant, ce que j'ai envie, voilà, c'est j'ai plusieurs projets que je développe, des séries, des choses, et c'est ce que j'ai envie de faire. Après, ce qui est compliqué, c'est quand on développe un projet, bah, il y a des personnes qui écrivent, il y a des personnes, faut les payer. Vous faites pas de salaire parce que faut payer ces gens-là et que c'est compliqué. Et pour pouvoir les payer, bah, faut faire de la production exécutive à côté pour rentrer un peu d'argent dans la boîte, pour se faire un peu du salaire et pour pouvoir après se dire, bah tiens, je prends un an pour développer tel projet. Encore un an, c'est court. Mais voilà. C'est un choix. Mais c'est un métier passionnant. Enfin, de toute façon, vous le savez déjà, vous avez bientôt fini. Certains même ont fini. Mais c'est un métier qui offre une liberté qui n'est pas possible. Il faut surtout... c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Le plus important à comprendre, c'est qu'il y a des moments qui sont pas faciles, on sait pas toujours où on va et tout ça, mais moi, j'ai pas un but précis. En revanche, je suis super intéressé par le chemin. J'adore le chemin, j'adore vivre le chemin, rencontrer des gens sur le chemin et tout ça. La chance, tout le monde peut l'avoir, il n'y a pas de problème. Mais le truc, c'est il faut pas oublier la chance qu'on a. Moi, j'ai tout le temps des techniciens sur des films. Et toi, tu as dû en avoir aussi plein, Fred, où tu fais des films qui ont des budgets un peu plus petits que d'autres. Et tu as le chef machiniste qui t'appelle, te dit putain, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel, je comprends pas. La télécommande, elle marche pas. Le lit, les coussins sont en coton et pas en plume, en truc. Enfin, ils vous font des scandales alors qu'ils sont tous logés dans des minimums 3-4 étoiles et tout ça. À un moment, vous partez de chez vous le matin, vous rentrez chez vous le soir, vous n'avez pas dépensé un franc. On vous a nourri toute la journée. Et moi, ces mecs-là, à un moment, je leur dis, mais quand tu pars en vacances avec ta famille, envoie-moi des photos de l'hôtel. Envoie-moi tes photos. Et parce qu'en plus, ils sont payés. Et ils se rendent pas compte que c'est un métier où, quoi qu'il en soit, à un moment, vous allez vous dire, ah, c'est dur, je pars un mois loin de ma famille. C'est sûr que ça, c'est compliqué, c'est difficile. Vous ratez des anniversaires d'enfants et tout ça. Mais en même temps, vous partez un mois, mais vous partez chaque fois dans les plus beaux lieux. Parce que le cinéma, c'est rare qu'on filme. Il y a des films de genre. On fait rarement tout un film dans une cave, sans fenêtre, sans truc et tout. Enfin voilà, en plus, là, vous êtes ici. Les gens, ils viennent pour tourner. C'est que des plans beauté à Nice, c'est magnifique. Vous vous levez le matin, vous savez que vous allez avoir dans des beaux endroits. Que vous savez que si ce mois-ci, ça va être difficile, il n'y a pas de boulot. Ouais, bah, on a quand même les congés spectacles, les acédiques et tout ça qui font quoi qu'il en soit. Vous avez quand même une... C'est une chance que très peu de pays ont. Et vous êtes en train de vous offrir une liberté qui est fantastique, qui est géniale. Ça n'a pas de prix. C'est moi, voilà, c'est le dernier film que j'ai fait sur lequel je me suis fait des salaires, c'est en 2019. Depuis, je galère un peu. En plus, comme un crétin, ce qui me reste, je le mets sur un film que je vends pas. Mais c'est pas grave. Moi, je suis heureux. Je suis très content de ce que je fais. C'est génial. Vous offrez une chance qui est dingue, que très peu de monde a. Alors, en plus, quand vous faites un film que vous avez quand même le droit de donner un point de vue. C'est un moyen d'expression qui est fantastique. Faut arrêter de faire des films tristes, des trucs... oui, il y a des trucs à dénoncer, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de beaux trucs, il y a plein de... C'est super, c'est une chance géniale qu'on a. Et quand on voit tout ce qui se passe autour, c'est... Donc profitez-en. Faites plein de trucs. Tournez... Non mais c'est vrai, écrivez un max, tournez un max, faites plein de choses. Vous en foutez, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va le voir, qui va dire ça, c'est génial, je veux le faire. Puis ceux que les autres verront pas, vous en foutez, vous en faites un autre. Il faut faire plein de choses, il n'y a que comme ça que ça marche. Il faut faire plein de choses, il ne faut pas avoir peur, et il ne faut pas se vendre comme... si par exemple, toi tu veux être scénariste, quand tu vas voir les gens, tu dis je suis scénariste. Mais tu dis pas je veux être scénariste. Moi j'ai des exemples d'amis réalisateurs qui étaient deux, Dimitri Verret et Xavier Jans.
Dimitri, c'est toujours un super assistant réalisateur, très très fort. Ouais. Et Dimitri, quand il parlait avec les producteurs, c'était un assistant réalisateur reconnu. Il disait, moi je suis premier assistant réalisateur, j'aimerais être réal. Et Xavier Jans, lui, il devait être stagiaire à l'époque, ou second, ou un truc comme ça, mais il faisait beaucoup de choses de son côté, et quand il parlait avec les producteurs, il disait, moi je suis réalisateur, mais bon, quand j'ai un peu de temps, je fais des projets en second, en truc et tout ça. Et Xavier, il a réalisé Hitman, il est en train de réaliser Lupin, il a réalisé des trucs de tous les côtés, et voilà. Il faut pas avoir peur de ça. Il faut pas avoir peur de, quand on vous propose un poste ou quelque chose, de se dire, ah, je suis peut-être pas prêt, machin et tout. Il y aura toujours quelqu'un d'autre qui sera prêt. Il n'y a pas de problème. Tu es assistant caméra, on te dit, tiens, viens faire tel court-métrage, t'as fait que des coups en second, on va te dire, là, tu vas être premier. Le chef-op, en général, il a été premier avant. S'il y a un problème que tu n'arrives pas à faire le point, bah, le chef-op, il viendra, il le fera, ils vont pas te virer du truc. Il faut pas avoir peur d'aller sur les trucs. Il faut avoir confiance, il faut y aller, et voilà. Ce qui est sûr, c'est que si on n'y va pas, bah, ça marche pas. Puis après, se casser la gueule, c'est bien. Et c'est sympa, en tout cas, de pouvoir parler de tout ça. C'est chouette.